Et nous ajoutons dans les limites. Vous savez que les limites sont aussi une des choses que nous portons le plus en tant que militants de l'écologie. Eh bien, cette contribution de l'argent au bonheur est aussi limitée. Nous sommes dans une société qui a besoin de croissance, qui a besoin de consommer et de consommer des biens matériels, des services matériels, dans un monde qui finit. Donc quand on assimile le bonheur à la consommation matérielle, il y a un problème, c'est qu'on se dit on va devenir malheureux ou s'il faut être heureux, comment doit-on faire car on ne compte pas s'appauvrir. Il y a cette tension qui est formée entre la projection de notre société vers une aspiration au bonheur et la limite dans laquelle nous sommes et qui est perçue déjà de plus en plus par nos concitoyens, avec des mouvements sociaux, avec une récession qui s'annonce à la rentrée, crise économique, crise de l'accès aux biens les plus importants et en même temps un étalage de richesses qui ne cesse de grandir de la part d'une minorité. Nous sommes dans cette tension-là et nous, les écologistes, nous avons une autre réponse à apporter. Nous disons attention, il y a le mot valeur. Le mot valeur n'est pas que monétaire. Le mot valeur, c'est aussi une valeur intrinsèque, celle de la vie. Vouloir tout ramener à une seule dimension, qui est celle du prix des choses, c'est très dangereux. Parce que la valeur intrinsèque est celle de la vie, contrairement à ce que l'on peut avoir quand on a la financiarisation de la nature, quand on a finalement on ramène en fait toutes les relations, le care, le bien-être à cette unique dimension qui est le prix et la valeur monétaire. Eh bien, nous disons non, ce n'est pas possible, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Alors maintenant, il faut effectivement se donner des outils, notamment des indicateurs. Alors Florence, vous êtes non seulement professeur et chercheur à l'Université de Lille et directeur d'un master magnifique qui s'appelle Action publique et économie sociale et solidaire, vous êtes également présidente de l'association des économistes engagés qui s'appelle l'AFEP, l'Association française d'économie politique, engagés pour voir les choses d'une autre manière, pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'économie de la qualité. Florence, avec plus de 20 ans de recherche sur les indicateurs et le bonheur, comment vous nous donneriez votre perspective? Oui. Je vais juste dire quelque chose, c'est que l'Association française d'économie politique, c'est une association qui regroupe des économistes qui vise à défendre le pluralisme dans la pensée économique, laissant entendre que voilà, il n'y a pas qu'une manière de penser l'économie. Ils sont en voie de disparition et c'est quand même très important de rappeler cela. Mais vous allez susciter des vocations. Quant à moi, je travaille, mais pas l'ensemble des membres de l'AFEP, sur effectivement l'économie de la qualité. En propos liminaire sur cette question autour de la mesure du bien-être et la question de la société post-croissance, puisque c'est cela qui était un peu la feuille de route pour cette table ronde, je voulais rappeler que le capitalisme aujourd'hui, il est vraiment fondé sur une dynamique de financiarisation, avant même de parler de croissance, financiarisation de l'ensemble des activités et des actifs qui les accompagnent, que ce soit des actifs bien sûr environnementaux, que ce soit les actifs du vivant ou que ce soit même les actifs du social. De plus en plus, on parle du retour social sur investissement ou retour sur investissement social. Et il a été précédé, ce capitalisme financiarisé, par une période assez longue, qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'une quête de plus en plus éperdue vers la croissance. Et cette croissance, elle a quand même connu deux périodes, une croissance qu'on peut appeler intensive et une croissance extensive. Je ne vais pas faire un cours, évidemment, mais je pense que parfois la terminologie peut avoir du sens. La croissance intensive, c'est vraiment l'intensification de la productivité, ce qu'on appelle le productivisme, hein, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture, je ne fais pas un long compte, tout le monde comprend ce qu'il y a derrière, et aussi le consumérisme, celui qui a été décrit par Baudrillard et par bien d'autres. Et la croissance extensive, c'est une croissance un peu plus récente,
c'est celle qui s'est appuyée sur les apories de la croissance intensive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'arrive plus à faire des gains de productivité dans un certain nombre d'activités, notamment les activités de services. Et donc, elle s'est plutôt tournée vers une croissance qu'on dit extensive, et la croissance extensive, c'est essayer de faire de la croissance à partir de la création de nouveaux marchés. C'est ce qu'on appelle la marchandisation du monde, d'une certaine manière, hein, c'est cela. Et donc, l'extension des marchés, que ce soit les marchés de la nature, un droit marchandisé d'accès à l'eau, d'accès à des forêts, d'accès à des semences, mais aussi le droit d'accès à des activités du care, au service à la personne, à l'ubérisation. Vous voyez, tout cela constitue finalement la nouvelle modalité de cette croissance dite extensive. Et ce modèle de croissance, qu'il soit intensive ou extensive d'ailleurs, il s'est accompagné ou il s'est appuyé sur quelques indicateurs macroéconomiques qui en ont finalement permis le développement. Ces indicateurs macroéconomiques, c'est évidemment le PIB, le produit intérieur brut et la croissance, mais c'est aussi l'inflation et la dette sur lesquels je ne vais pas trop m'apesantir, mais qui pourraient être aussi déconstruits que je vais déconstruire aujourd'hui la croissance et le PIB. Et donc, quel est le problème avec cette croissance? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, on s'accommode de la croissance, on en a tous besoin, on a besoin de croissance pour l'emploi, c'est souvent un petit peu le poncif qui est donné, on a besoin de croissance pour redistribuer les richesses. Quel est le problème de la croissance et du PIB? Alors, premier élément très important, la croissance et le PIB sont des problèmes pas véritablement en soi, en tout cas ils ne l'étaient pas au départ, au moment où ils ont été élaborés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils sont devenus des problèmes à partir du moment où ils ont été utilisés comme des finalités de vie en société. C'est-à-dire que la croissance est devenue la finalité de notre projet de société. Et le basculement s'est fait, disons, autour des années 1980. Et donc, lorsqu'on utilise la croissance comme on appelle en statistique, on dit un proxy, mais disons comme une approximation du bien-être, alors il y a un certain nombre de limites qu'il est nécessaire de rappeler, disons pour être un peu didactique. Première de ces limites, quand on utilise le PIB ou la croissance comme indicateur de bien-être, c'est que tout ce qui passe par le marché ou toutes les dépenses finalement publiques sont considérées d'une manière positive, y compris quand ces activités sont avantageuses pour les sociétés, sont avantageuses pour les individus, sont avantageuses pour la santé ou avantageuses pour la nature, mais aussi quand elles sont une nuisance pour la santé, pour la nature, pour la société, pour les individus. Autrement dit, on dit souvent que toujours plus du point de vue du PIB et de la croissance, c'est toujours mieux. Ça pose évidemment un sacré problème d'un point de vue normatif si on commence à considérer qu'un certain nombre de ces activités sont une dégradation à la fois sur les ressources naturelles mais aussi sur la société, j'y reviendrai. Il y a une deuxième limite, quand on considère que finalement PIB et bien-être c'est à peu près la même chose, c'est qu'il y a des tas d'activités qui échappent finalement à la mesure du PIB. Les activités qui sont non monétaires et non marchandes. Et qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai en tête toute l'activité bénévole, toutes les activités qu'une grande partie d'entre nous faisons aujourd'hui, les activités amicales, les activités de loisirs, les activités évidemment domestiques, celles qui sont encore réalisées aux 2/3 par les femmes à l'intérieur du ménage. Tout ça, finalement, vaut zéro pour une société de bien-être lorsqu'elle est mesurée à l'aune du PIB. Et troisième limite, et non des moindres, c'est que, encore une fois, je ne vais pas faire un cours, mais le PIB, c'est un indicateur de flux, et donc il ne dit absolument rien des stocks sur lesquels on est assis. Ces stocks, on pourrait aussi les appeler des patrimoines hein, dont il nous faudrait prendre soin. Et on sait que maintenant, en tout cas l'histoire montre que pour faire du PIB et de la croissance économique, historiquement, on a eu besoin de puiser dans ces stocks, patrimoine écologique, patrimoine naturel, peut-être aussi patrimoine démocratique, et qu'on a puisé et même épuisé ces stocks jusqu'à un point de non-retour, et on a fabriqué des formes d'irréversibilité. Et cela, le PIB et la croissance, ne peuvent pas être des signaux d'alerte parce qu'ils ne disent rien de ces patrimoines. Ils sont absolument inertes en matière, j'allais dire, de rhétorique là-dessus. Et on sait donc qu'on a épuisé ces stocks pour faire du flux. Vous comprenez ce que ça veut dire hein? C'est vraiment cela, finalement, qui fonctionne bien. Et donc, on a épuisé les forêts, on a épuisé les stocks halieutiques,
climatique, on épuise la biodiversité, on crée des irréversibilités en matière de climat, mais on crée aussi de l'épuisement peut-être des ressources humaines pour fabriquer cette croissance intensive et extensive. De même qu'on peut aussi s'interroger sur la capacité de notre monde actuel et de notre capitalisme financiarisé, parce que la société est marquée par ce capitalisme financiarisé, pour être en capacité de vivre en paix, c'est une vraie question démocratique, ou pour être dans une capacité collective à délibérer sur nos biens communs et sur le projet de société vers lequel nous voulons aller. Alors il y a deux tentations à partir de cette question, de cette critique. La première tentation, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer que finalement, bon, il faut déquantifier l'ensemble du politique, déquantifier l'ensemble des sociétés, arrêter de compter. Et moi, il me semble que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est. On a besoin de statistiques démographiques, on a besoin de statistiques pour essayer de nous coordonner collectivement. Et je pense que les statistiques sont vraiment des puissants coordinateurs de l'action collective lorsque et si ils sont utilisés et produits sans doute de belle manière. Ça, c'est la première tentation. Et la deuxième tentation, qui n'est pas forcément mieux, en fait, parfois, c'est qu'on nous dit souvent, dites-nous ce qu'il faut mettre à la place du PIB, comme si c'était aussi simple et comme si on pouvait considérer qu'on pouvait substituer avec un nouveau Graal ce PIB et cette croissance qui, de toute façon, auront du mal à revenir dans les années à venir, même si on nous envoie la rhétorique de la relance. Alors, il y a des tas d'alternatives qui existent et qui constituent un ensemble très très hétérogène d'indicateurs alternatifs. Ça va de l'indicateur de l'IDH du PNUD aux indicateurs de santé sociale, à l'indicateur de mesure du bonheur dont Julien va nous parler tout à l'heure. Et il faut que vous compreniez quand même que ces indicateurs font vraiment l'objet d'âpres luttes pour leur légitimation. Et l'une des raisons de ces luttes vraiment acharnées pour la légitimation de ces indicateurs, c'est qu'ils portent en eux des valeurs, chacun. Ils ne sont pas neutres axiologiquement, ils portent des valeurs et qu'il est vraiment impératif de connaître les valeurs qu'il y a derrière ces indicateurs pour essayer de comprendre vers où nous voulons aller. Je vais en citer 3 puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Première de ces valeurs, les indicateurs qui veulent se substituer ou compléter le PIB et la croissance, portent premièrement une valeur autour de la soutenabilité forte ou faible. Vous savez, vous connaissez cette distinction. La soutenabilité faible, en gros, on peut substituer les capitaux entre eux et donc on ne peut pas penser les irréversibilités, tandis que la soutenabilité forte, on se met dans une idée d'incertitude radicale et donc, en gros, on ne peut pas penser la croissance verte. En gros, Soutenabilité forte veut dire impossibilité d'une croissance verte. Et tous les indicateurs qui sont portés par les économistes, la plupart d'entre eux, je ne devrais pas dire tous, mais la plupart d'entre eux, portent plutôt des indicateurs qui portent le langage dominant des économistes, qui est celui de la monnaie, donc rapportent tout à des prix. Et lorsque vous rapportez les indicateurs alternatifs à un prix et à la monnaie, vous admettez la substituabilité possible entre les différentes dimensions économiques, écologiques, pourquoi pas démocratiques ou sociales. Et ça pose un vrai problème du point de vue d'une posture de soutenabilité forte. Deuxième élément, il y a des indicateurs qui portent des valeurs sociales ou des valeurs écologiques. Et c'est très difficile d'avoir des indicateurs, en tout cas un peu composites, qui portent l'ensemble de cette composite de ce que je pourrais appeler la social-écologie. Et il me semble, je fais en tout cas partie de ces chercheurs qui pensent qu'on ne réglera pas on ne réglera pas les questions écologiques sans régler les questions sociales, et en particulier les questions d'inégalité exacerbées par le capitalisme financiarisé, et vice-versa. On ne réglera pas non plus la question sociale sans régler les questions écologiques. Et troisième élément, je m'arrêterai là-dessus, mais pour moi c'est une question absolument essentielle, celle que je porte dans mes travaux, puisque la question est floue, puisque la question du bien-être peut être une question individuelle ou collective, la question de qui porte ces questions, qui mesure, qui décide de ce qui compte, aujourd'hui devient une question absolument fondamentale. Eh bien, vous avez trois solutions possibles, 3 réponses qui sont données dans la littérature et dans les pratiques. Premièrement, ce sont les experts, et parmi les experts, les économistes, qui s'octroient le droit de dire ce qui compte pour l'ensemble des individus. Je rappelle, ils renvoient à la soutenabilité faible. Deuxième type de solution, c'est la démocratie totalement individuelle. On fait parler les individus par une sorte de démocratie par sondage, qu'on appelle aussi la science de l'opinion publique. On interroge les individus pris individuellement en leur demandant, par exemple, s'ils sont heureux de leur vie, s'ils sont satisfaits de leur vie, sur une échelle de 0 à 10. Ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviendrai dans le débat. Et
puis une troisième qui est peut-être plus exigeante, qui est peut-être plus troisième voie, qui est encore sous expérimentation et qui est celle de dire, sur les indicateurs comme sur des questions qui portent sur l'écologie en général ou sur le projet de société, il faut en revenir à de la délibération collective, et donc il faut essayer de produire les conditions démocratiques d'une délibération commune sur ce qui compte vraiment, et dans un certain nombre de territoires, comme à des niveaux nationaux, il y a des expérimentations qui essayent de construire des indicateurs alternatifs sur cette base d'une délibération, d'une démocratie participative ou délibérative, et c'est sans doute sur cette voie-là la plus exigeante qu'il faut aller si on ne veut pas tomber dans les apories que j'ai évoquées avant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence, d'avoir démontré aussi clairement la dimension politique au sens de exigence et de combat qu'avoir la définition des indicateurs autres que ceux de l'économie néoclassique représente. Vous avez parlé d'âpres luttes, elles existent, et elles existent parce qu'il y a des intérêts, notamment avec les grandes entreprises multinationales qui s'exercent et qui racontent aussi qu'elles sont capables de nous apporter le bonheur. Alors, Julia Marcikonski, vous étiez au départ, si vous me permettez, si tu me permets l'expression dans le système, ingénieur supaéro, diplômé de l'Institut français du pétrole, enfin de quoi connaître parfaitement ce contre quoi on se bat. Depuis 11 ans, tu as décidé de former, de vulgariser, de transmettre dans les partis politiques, dans les ONG, dans les associations, pour savoir, dans le cadre de l'association Avenir Climatique, quels sont tous les enjeux énergétiques notamment. Mais aujourd'hui, tu es saisi par ce constat que savoir ne suffit pas pour passer à l'action, qu'il faut autre chose. Et donc, dans cette autre chose, il y a une dimension psychologique qui est vraiment importante et qui renvoie aussi certainement à cette notion de bonheur entre l'ambivalence individuelle et collective du bonheur que l'on ressent et de comment on se dit « je vais passer à l'action, à quel prix et pour obtenir quelle récompense ?» Donc, Julien, comment faire ce bonheur, comment l'évaluer? Est-ce qu'il y a finalement un espoir de passage à l'action pour un monde meilleur? Ah ben oui, carrément. J'y crois en tout cas, sinon je ne serais pas là. Donc déjà ce qu'on voit sur le bonheur et ce que disait Florence, c'est qu'en fait on a, pour reprendre aussi ce que tu disais au début, c'est que l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point en fait, jusque dans les 20 000 $, euros par personne par an, en gros autour de ça. Si vous êtes SDF pauvre, c'est clair que ça va éclairer votre vie tout de suite d'avoir un petit peu d'argent et de pouvoir vous nourrir, de ne pas dormir dehors à la pluie, au froid, etc. Donc l'argent contribue au bien-être, à la satisfaction de la vie, au bonheur, dans une certaine mesure. Et puis après, on ne voit plus aucune corrélation, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Et donc ça ne sert pas forcément, enfin le bonheur croît éventuellement de manière marginale quand on est plus riche, voire selon même certaines études, il décroît. Donc en fait, être plus riche, ça rendrait éventuellement plus malheureux, même au-delà de ce seuil de revenus. Et donc on peut se demander, mais finalement, on sait que ça, en fait, plus on gagne d'argent, plus on va faire d'émissions de gaz à effet de serre, et plus on va détruire la planète. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce qui est intéressant de savoir justement, c'est que ça ne rend pas plus heureux, et donc ça fait deux raisons qui sont complètement indépendantes qu'on a de complètement changer le système. Alors là, on peut se poser la question, on se dit, mais si ça ne nous rend pas plus heureux, et en plus ça détruit la planète, mais pourquoi on est bête ou quoi? Pourquoi on le fait quand même? Et donc là, c'est plus la partie justement, la partie psychologique, et cette partie de passage à l'action, mais comment on fait pour faire que les gens bougent? Et on voit en fait qu'il y a plein de dynamiques qui sont là en place et qui font qu'on fait tout ce qu'on fait, que l'être humain est beaucoup moins rationnel que ce qu'on pense. Souvent on dit tous les manuels pas tous les manuels d'économie, mais souvent en économie on postule que l'être humain Homo economicus est rationnel. Il y a tout un autre courant de l'économie, l'économie comportementale avec Kahneman, Tversky. Et plein d'autres qui nous disent que pas du tout, en fait, l'être humain n'est pas du tout rationnel, c'est même complètement l'inverse. Et c'est intéressant de connaître tous les mécanismes qui nous font agir pour comprendre et passer à l'action. Et voir qu'en fait, un message qui est important, que j'ai vraiment envie de délivrer, c'est qu'on peut se rendre compte que finalement, contrairement à peut-être l'idée qu'on s'en fait, mais un monde durable,
peut vraiment être beaucoup plus agréable à vivre que le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important que nous, écologistes, ce soit un message qu'on porte, parce que souvent, dans un monde dans lequel on a vraiment intégré le fait depuis notre naissance que toujours plus égale toujours mieux, enfin, tout ça, en fait, on pense vraiment souvent que c'est un retour en arrière. Ou souvent, les écolos, dès qu'on propose un autre système, on dit « Ah ouais, mais on va revenir à la bougie, on revient au Moyen-Âge, oh là là, c'est chiant votre truc. » Alors que là, justement, c'est de dire « Non, en fait, les statistiques le montrent. Le bien-être, il a plafonné dans les années 70. Il n'y a plus aucune corrélation, en tout cas en Europe, depuis les années 70, entre bien-être et PIB. Donc, on peut très bien être plus heureux à l'avenir, dans un monde durable, en repensant complètement le système. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Tout à l'heure, je disais, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Une des réponses, c'est la pub. Est-ce que vous avez une idée de à combien on est exposé de pubs par jour et par personne ? Juste pensez un chiffre dans votre tête, lâchez-vous sur le net, là dans la salle. Et en fait, la réponse, selon les estimations, c'est entre 500 au bas mot et plusieurs dizaines de milliers de publicités par jour et par personne. C'est juste énorme. Quand on arrive à plusieurs dizaines de milliers, c'est qu'on compte les logos. Et c'est hyper important de les compter, ça nous influence. En fait, plus on voit quelque chose, c'est un biais qu'on appelle le biais de simple exposition, plus on voit quelque chose et plus on a de possibilités d'avoir un sentiment positif vis-à-vis de cette chose-là. Et ça nous donne envie de consommer. Donc tout ça, c'est hyper intéressant en fait, de re-challenger tout ça et de se dire, oui, en fait, une des solutions, ça va être d'arrêter la publicité, en tout cas de faire de la publicité pour autre chose. On n'arrivera pas... les gens assimilent vraiment le bonheur à consommer, notamment du fait de cette pub qui est omniprésente, et de cette insatisfaction organisée. C'est Charles Kettering, qui était directeur d'innovation chez General Motors, qui a posé une des prémices de la société de consommation. On est à l'aube de la crise de 29, mais ça allait encore bien. Et là, à l'époque, ils se disent, mais comment on va faire pour toujours en vendre plus aux gens, en fait ? Parce qu'une fois que tout le monde aura une voiture, ça dure 20 ans, 30 ans, on ferme boutique, en fait. Et General Motors, à cette époque, a décidé de dire, nous, on coupe General Motors en 5 marques, on va faire des modèles qui changent tous les ans, et on veut vraiment, on table sur l'obsolescence programmée par le design et tout ça, pour faire que les gens en fait renouvellent tout le temps les choses. Et donc on crée de l'insatisfaction. Il a cette citation célèbre qui dit que la prospérité économique repose sur l'organisation de l'insatisfaction. Ça nuit clairement à notre satisfaction, à notre bien-être, à notre bonheur. Ça fait que ça nous pousse à consommer toujours plus. Si on n'avait pas ces 500 à plusieurs dizaines de milliers de publicités par jour et par personne, clairement on ne consommerait pas autant et on n'en serait que plus heureux et la planète s'en porterait que mieux. Donc ça c'est hyper important, donc de challenger cette publicité-là. Donc les maires qui enlèvent la publicité s'engagent carrément, clairement. Pour le bonheur. Ouais. Et pour conclure dans le temps qui va me rester, j'ai aussi envie d'aborder une autre dimension sur ce bien-être individuel, collectif. Alors il y a plein de tentatives qui existent de remplacer le PIB, de mettre des indicateurs. Il y a l'OCDE qui propose le Better Life Index, le Royaume-Uni qui propose le Thriving Places Index. Il y a le Bhoutan qui a proposé il y a très longtemps le bonheur national brut, etc. Donc les tentatives, elles sont très très grandes. Il y a un risque, je pense que Florence, on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler pendant le débat, il y a effectivement un risque, on ne sait pas qui mesure, comment c'est mesuré, quand c'est des sondages faits auprès de la population, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Rien que là, on voit que l'ONU, elle sort un score pour la France de 6,5, alors que notre gouvernement, il sort un score de 7,1. Donc, c'est assez intéressant de voir que donc on peut manipuler aussi les chiffres comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est quand même intéressant de regarder le bien-être. Je vais faire même le lien avec la convivialité, là, dans le temps qui me reste, puisque en fait, les études montrent que, notamment le World Happiness Report de l'ONU, qui montre que ce qui rend les gens le plus heureux, c'est la qualité des relations avec les proches. Ça, on le sait, on sait que c'est un besoin physiologique d'avoir des relations. C'est les travaux de René Spitz dans les années 60 qui montrent que les enfants qui sont séparés de leur mère, ils développent des troubles d'anxiété. Et ça a été poussé sur les primates parce que c'était déjà très questionnable de faire ce genre d'expérience sur les êtres humains. Donc ça a été fait sur les macaques rhésus par les travaux de Harlow, qui sont beaucoup cités dans le véganisme. Et on voit que les macaques rhésus qui sont séparés de leurs semblables, en fait, développent carrément des troubles autistiques. Donc on a vraiment ce besoin de relation. Et on voit, l'ONU nous dit que c'est un tiers, ça compte pour un tiers du bonheur tel qu'elle le mesure.
et suivi par le PIB, et le PIB uniquement parce que ça permet de satisfaire nos besoins physiologiques primaires, mais au-delà de ces fameux 20 000 $, ça ne sert plus à rien. Donc c'est très efficace en dessous, puis après, je veux dire que bon, une fois qu'on satisfait ses besoins physiologiques, on n'a pas besoin d'avoir 4 voitures et 5 yachts. Donc voilà, donc c'est très intéressant en fait, de se dire, ah oui, en fait, le bonheur, c'est probablement les relations. Je pourrais développer, il y a beaucoup d'autres études qui nous montrent ça. Et en fait, de faire une société basée sur les relations et peut-être sur beaucoup plus local. Ce sera peut-être le mot de la fin, c'est même le mot de la fin pour moi, mais de voir les choses à plus petite échelle, faire de la démocratie participative et très locale. Et il y a peut-être un nombre autour de 150, le nombre de Dunbar, si vous connaissez ça, qui nous montre qu'au-delà de ce nombre-là, c'est assez difficile de connaître tous les gens et qu'assez spontanément, on bascule. Il y a des gens qui commencent à tricher, ce qu'on appelle les passagers clandestins, les freeriders en économie. Et que, en fait, quand on vit dans des communauté à taille humaine, en tout cas, tout le monde se connaît. On sait qu'on aura des interactions répétées avec les gens et donc on ne triche pas en fait. Alors que dès que vous achetez un truc sur le bon coin à quelqu'un que vous ne revoyez jamais, la tentation est beaucoup plus forte de l'arnaquer et c'est malheureusement ce qui se passe en pratique. Donc voilà, donc plein de pistes, du local, des relations humaines et peut-être d'autres indicateurs. Je n'ai pas de réponse toute faite pour ça, mais c'est intéressant en tout cas d'y réfléchir et de poser ça. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Julien, d'avoir fait vraiment le lien entre psychologie, bonheur et finalement système économique dans lequel nous sommes, nous vivons aujourd'hui et que nous avons envie de changer. Alors, avant de passer aux questions de la salle, je prends une question de William Lajanne, qui est co-responsable de la commission post-croissance et que je co-anime avec lui, qui ne peut pas être là, mais qui est avec nous en pensée et qui nous regarde en ce moment. Et donc, merci beaucoup à William pour la préparation de cet atelier. Alors, la question, elle est un peu... elle se resitue aujourd'hui en août 2020. Nous sommes à la veille d'élections territoriales, départementales, régionales. Et dites-moi une chose tous les deux, est-ce que ce bien-être et ces indicateurs de bonheur et la démocratie participative qui est associée, et ça je trouve que vos deux interventions le soulignent très bien, est-ce que c'est une question de taille? Est-ce qu'une organisation territoriale est plus propice au bonheur et à la transition écologique qu'une autre? Est-ce que ça joue? Ouais. Je commence ? Oui. Je commence. Bon, sur cette question de bien-être et territoire, elle a été beaucoup étudiée, notamment par Calam dans ses travaux, mais je vais y répondre sous l'angle des indicateurs. Si on regarde les expériences d'élaboration d'indicateurs qui visent à compléter ou se substituer au PIB, on en trouve à tous les niveaux, à toutes les échelles. On en trouve au niveau international comme à des niveaux très locaux. De toute évidence, jusqu'ici, les expérimentations qui croisent démocratie délibérative, disons, ou en tout cas forum citoyen autour de la question des indicateurs et question de mesure du bien-être, se sont plutôt développées, pour les raisons qu'a évoqué Julien tout à l'heure, plutôt à des niveaux micro-territoriaux. Il y a quand même une expérience que moi j'ai accompagnée parmi d'autres chercheurs, une expérience dans la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, qui était un projet indicateur 21 et qui visait à élaborer de manière participative un certain nombre d'indicateurs pour essayer de se mettre sur une trajectoire de développement le plus durable ou le plus soutenable possible. Donc il y a des régions qui s'y mettent, il y a des territoires qui s'y mettent, et à des niveaux internationaux, de nombreuses organisations internationales s'y mettent, chacune véhiculant ses propres valeurs. De toute évidence, la Banque mondiale ne va pas porter les mêmes valeurs en matière de soutenabilité. Elle a plutôt fait le choix de la soutenabilité faible avec l'épargne nette ajustée ou l'Inclusive Wealth Index que l'ONU avec soit ses indicateurs de bonheur qui sont pourtant critiquables d'un côté et puis l'indicateur du PNUD qui pose aussi des questions d'un autre point de vue puisqu'il ne tient pas compte du tout de l'écologie. Mais je voudrais juste dire une chose. À vrai dire, je ne
peux pas répondre à cette question, à quel niveau il faut se situer. Je pense qu'il n'y a pas de ligne franche parce que, à la fois, d'un point de vue territorial, ça a peut-être plus de sens de réfléchir à quels sont les actifs qui sont les plus importants, qu'est-ce qui compte pour nous sur un territoire, mais dans le même temps, le niveau international permet une plus forte légitimation. Parce que l'universalisme d'un indicateur fait sa force. L'indicateur des World Happiness Survey sont liés au fait que voilà, ils se diffusent dans toute société, ils prétendent en tout cas permettre de comparer des sociétés entre elles, ce qui pose d'autres questions. Et l'indicateur du PNUD de l'IDH a été très très légitime, non seulement parce qu'il était porté par une organisation internationale, mais aussi parce qu'il était universel. Donc il faut mettre en tension, de mon point de vue, à la fois le caractère un peu universalisant d'un indicateur qui va permettre une légitimité presque spontanée, et en même temps tenir compte des spécificités territoriales et locales de certains indicateurs qui auront peut-être une vie que locale, mais qui permettront peut-être de gouverner localement les sociétés. Et donc, voilà, les deux ne sont pas incompatibles d'une certaine manière. Voilà. Je suis complètement d'accord, on peut faire ça à toutes les échelles et je pense que c'est intéressant de commencer, de faire à petite échelle et d'essayer d'organiser les choses le maximum possible autour de 200 personnes, déjà pour commencer, de faire que les gens s'auto-organisent. Ça, je pense que ça simplifierait beaucoup de choses. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'anthropologie n'a pas montré d'exemples de sociétés qui ont dépassé ce nombre et qui sont durables. Donc ça vaut le coup peut-être d'en tirer une petite leçon. Nous sommes moins de 200 dans la salle, je crois on peut passer aux questions. Donc on commence par vous. Si, il y en a un. Pour les gens qui nous regardent sur le net, le micro est en train de passer dans la salle. N'hésitez pas à vous présenter. N'hésitez pas à vous présenter avant la question. D'accord. Anne de Beaumont, militante écolo en Rhône-Alpes, à Saint-Étienne. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur l'importance des relations humaines avec ses proches et faire un lien avec la résilience. Et je pense que c'est très important. Ce n'est pas que la question du bonheur. Je veux dire, les relations sociales permettent le bonheur, mais il a été prouvé qu'une société, une commune, un territoire est d'autant plus résilient que les liens de solidarité et les liens entre les personnes sont forts. Je vais prendre un exemple qui m'avait profondément frappée. Quand il y a eu le tsunami à Fukushima, au Japon, les villages qui ont le mieux résisté au tsunami, ce sont les villages où les gens avaient un taux d'inquiétude pour ses voisins qui était beaucoup plus important. C'est-à-dire que quand les gens ont vu le tsunami arriver, dans certains villages, ils se sont inquiétés de la petite mamie qui était à l'étage, qui ne pouvait pas descendre ses escaliers. Ils se sont inquiétés des gens qui ne savaient pas lire les messages, etc. Et donc, parce qu'on a beaucoup parlé de la résilience et qu'il faut avoir des techniques pour résister aux inondations, qu'il faut avoir plein de systèmes très performants pour mesurer, par exemple, la hauteur de l'eau. Et en fait, c'est absolument pas du tout adapté. Et donc, je voulais vraiment insister et faire un lien. C'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même insister sur le fait que mettre en valeur cette convivialité, ce lien, cette qualité du lien, va être très importante dans la résilience de tous nos territoires face aux chocs climatiques, sanitaires et autres. Merci. Je prends les 4 premières questions. Allez-y. Oui, bonjour, Bernard Martin, secrétaire et porte-parole d'un groupe local en Bretagne du pays de Vitré. Hier soir, avant-hier soir, je suis allé en soirée aider une association à distribuer des repas chauds pour des gens qui sont à l'extérieur. Et en vous écoutant, je me remémorais, puisque je suis très attaché à la non-violence, à Thérèse Parodi, qui était des communautés de l'Arche, qui me racontait qu'elle avait vécu dans le désert avec son mari, et elle disait, là où il y a la pauvreté, mais pas la misère, là, la pauvreté, et là où il y a la beauté, il y a du bonheur. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous pourriez, ou pas, est-ce qu'il y a une réflexion sur la beauté, la bonté, la générosité, en tant que facteur à mettre en place, dans, entre guillemets, là aussi, la mesure, parce que la mesure, c'est du rationnel. Et le rationnel, ça ramène à une société mécanique, scientifique, etc. Je ne vais pas développer plus pour laisser la parole aux autres, mais ce que je veux dire, c'est que cette distribution m'a amené à voir, malgré tous les obstacles qui étaient mis dans notre société, des rires et des sourires. Et ça, c'est extrêmement important, comme les vôtres aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, de l'autre côté, s'il vous plaît. Et après, vous terminerez. Oui, je m'appelle Armel Prieur, je suis de Génération Écologie.
beaucoup de gens sont inquiets du futur. Donc l'inquiétude du futur doit être un élément contre le bien-être et le bonheur. Et on avait imaginé avec Pierre Calam, que vous avez cité. Vous pouvez mettre Plus près? Oui, parce que sinon, moi, j'entends pas. Si on est inquiet du futur, ça n'aide pas le bien-être et le bonheur. Et on a imaginé avec Pierre Calam, que vous avez cité, qu'on puisse automatiser la mesure de notre carbone pour ne plus avoir à s'occuper de cela, que ça soit fait automatiquement. Et donc on propose un rationnement soft. Est-ce que ça peut aider à ne plus avoir en préoccupation de qu'est-ce qu'on va devenir si le réchauffement climatique dépasse 5 degrés ou 10 degrés? Allez. C'est derrière vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis élu à Versailles depuis 2 mois, écolo indépendant. Bravo. J'ai quitté ELV il y a 4-5 ans parce qu'il manquait pour moi un élément qui me semblait fondamental, qui était comment on peut imaginer la transformation sociétale à laquelle nous, je crois qu'on souhaite, sans imaginer une transformation personnelle. Voilà, et pour moi, il manquait au sein de ELV ce volet qui était la transformation personnelle de comment je me change moi, déjà avant de vouloir changer le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment vous voulez commencer? Moi, je vais commencer parce que je pense que j'aurai moins de Il y choses aura à une dire deuxième- que Julien sur un certain nombre de questions Il y qui aura ont une été deuxième posées. vague de questions. Bon, bien sûr, il y a des liens entre la question du bien-être et la question de la résilience. Moi, je suis toujours un tout petit peu gênée aux entournures par la question de la résilience, en tant que chercheur, parce que j'ai ce sentiment qu'on a déjà admis la défaite, en fait, en quelque sorte, et qu'on a admis que les choses étaient ce qu'elles sont, et qu'en amont, on ne peut plus rien changer, et qu'il nous faut donc simplement nous adapter à des chocs qui ne feront que venir. Donc, je suis absolument d'accord avec vous sur le lien que vous avez réalisé entre la densité des relations et la qualité des liens. Je voudrais quand même ajouter à ces liens interindividuels la question du lien social et de la protection sociale institutionnalisée, c'est-à-dire qu'on perd peut-être de vue, nous qui sommes dans une société qui avons banalisé le système de sécurité sociale tel que nous le connaissons depuis 1945, la chance, la richesse que c'est d'avoir une protection sociale totalement institutionnalisée, et le détricotage permanent qu'il y a autour de cette protection sociale est sans doute l'un des marqueurs les plus importants de cette nécessité aussi de résilience interindividuelle auquel on est confronté, précisément parce qu'on n'a plus nécessairement ce socle institutionnalisé. Donc n'oublions pas, moi je suis d'accord pour les transformations individuelles et qu'est-ce qu'on peut faire dans son introspection personnelle, mais il nous faut aussi penser les institutions qui vont permettre à la fois la résilience s'il est un peu trop tard, mais aussi ce qui va nous permettre collectivement de pouvoir changer aussi en prévention ce qui est en train de nous arriver sur la tête et partout. Deuxième question sur la question de Bernard autour de la beauté et de la générosité. Moi, je réponds souvent, d'ailleurs sur la générosité, je vais dire la même chose que précédemment, mais je réponds souvent sur la question de la quantification, cette idée très pragmatique selon laquelle il y arrive un moment où il faut être capable de mettre une ligne rouge au-delà de laquelle on ne veut plus quantifier pour des questions éthiques, morales et collectives. Et il me semble que, par exemple, sur la question de la beauté, bien sûr, les économistes, comptez sur eux, ils vont toujours être capables d'être hyper inventifs et d'être capables de mettre un curseur pour vous mesurer l'ensemble des qualités, mais peut-être qu'il nous faut aussi collectivement être réinventer ou inventer des modalités plus qualitatives pour essayer de faire valoir ce qui compte indépendamment de la quantification. Donc c'est un peu ma schizophrénie, mais je pense qu'il faut être capable à un moment, quand on est dans des débats aussi, de dire là je mets une ligne rouge, et c'est souvent ce que je dis à l'économie sociale et solidaire en tant que mouvement, en tant que secteur d'activité, qui très souvent se laisse embarquer dans des systèmes notamment de monétarisation de l'ensemble de leurs activités, disent-ils, pour faire valoir la preuve qu'ils comptent, mais en même temps, de mon point de vue, qui pose plus de problèmes que ça n'en résout, et qui peut aussi les amener à entrer dans ce monde qu'il décrit par ailleurs. Et donc, voilà. Et quant à la générosité, moi, j'entends bien ce que vous dites, mais encore une fois, il me semble qu'il faut être en capacité d'imbriquer la générosité interindividuelle et cette générosité sociale qui est le fruit de l'ensemble de l'héritage que nous avons fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et
notamment du Conseil national de la résistance. Troisième élément sur l'inquiétude du futur, c'est très intéressant. Alors moi, je vais répondre avec mon point de vue d'économiste. Les économistes standards, dominants, mainstream, sont incapables de prévoir dans leur modélisation, c'est peut-être un peu loin de ce que vous dites, mais c'est ma manière de répondre à votre question, sont incapables d'envisager un système dans lequel on est dans l'incertitude radicale. Ça ne fait pas partie de leur modélisation possible. Ils sont dans ce qu'ils appellent une probabilité, enfin une incertitude qui est probabilisable et calculable du coup. Et cette incertitude radicale, comme ils sont incapables de la penser et de l'envisager, eh bien ils ramènent tout à des systèmes où on est en capacité de compenser les dégâts que l'on crée. Voilà, vous prenez l'avion, vous compensez en payant 10 € parce que vous avez fait un Paris, je ne sais pas, Saint-Pétersbourg. Voilà, et c'est quand même incroyable de penser que la compensation est possible dans un système qui est en train de s'emballer à la fois d'un point de vue climatique, d'un point de vue de la biodiversité et d'un point de vue de la qualité de l'air. Quant aux transformations personnelles, je vais laisser Julien prendre la parole. Ouais. Alors pour les transformations personnelles, du coup, c'est vrai que c'est indispensable. Hein. On a un logiciel de croissance, de progrès, de toujours plus, de liberté aussi, c'est associé. Le lien est subtil, mais il existe. Et c'est à challenger. Hein. Je vous invite, moi, une BD que j'ai adorée qui s'appelle La Communauté, qui raconte l'histoire d'une communauté. Ça m'a fait pleurer, moi, cette BD-là. Ça m'a fait pleurer quand ils créent la communauté, et notamment quand elle s'effondre, notamment parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les difficultés interindividuelles, parce qu'on n'a pas appris à le faire. On est dans une société ultra individualiste où chacun, on a sa chambre quand on est enfant, alors on est avec son frère, sa sœur quand on est petit, mais après chacun sa chambre, etc. Et on nous sépare tout le temps. C'est très bien pour la société de consommation, ça. Hein. C'est bien que chacun, on ait notre frigo, nos DVD, qu'on partage rien, qu'on ne partage pas notre machine à laver avec nos voisins. Donc ça, pour la société de consommation, c'est super, mais pour la planète et pour le bien-être, c'est pas terrible. Et donc, on a vraiment ce logiciel-là et cette transformation personnelle à faire, en fait. Hein. Parce qu'on n'a pas du tout les logiciels, je sais pas moi, la culture, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais on n'a pas ça, en fait. Et c'est à retrouver, à développer. Donc, c'est très, très important de faire cette transformation aussi personnelle. Si vous cherchez des outils concrets, parce qu'on est aussi là pour avancer et pour faire des choses, intéressez-vous à la communication non violente, la communication empathique. C'est pas mal ça, pour commencer. C'est un bon début pour se renouer avec ses émotions, renouer avec les autres, tout ça. Acheter le petit guide de la communication non violente au quotidien, ça doit coûter 9 € et ça se lit en 30 minutes et c'est juste génial. Sinon, rationnement carbone, oui, ça va devenir nécessaire. Hein. Il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre d'une façon ou d'une autre, donc il faut qu'elles baissent. Et sur ce que tu disais, Armelle, aussi, sur le fait qu'on a cette inquiétude vis-à-vis du futur, parce que je ne sais pas si vous aviez jamais remarqué, mais on a exactement 0 film sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers, qui décrivent un avenir cool, en fait. Tous nos films, toutes nos fictions sont dystopiques. En tout cas, les films qui sont au cinéma, les films mainstream, on va voir, on n'a aucune utopie. C'est un exercice que je fais systématiquement en formation. Je donne la consigne, pensez à des films qui se passent dans le futur. On noircit 2 tableaux, il n'y en a jamais un seul qui est sorti. Les seuls, quand vraiment je demande aux gens explicitement de trouver, ils me sortent la belle verte, mais ça ne se passe pas dans le futur. Ou éventuellement Avatar, parce que c'est cool, etc. Mais Avatar, c'est quand même l'histoire de l'humanité qui vient tout casser. Donc voilà. Comment ? Mais Demain n'est pas un film de fiction, c'est un reportage sur ce qui existe déjà. On n'a pas de fiction qui raconte un avenir, donc on s'est habitué à l'idée que le futur serait pourri. C'est un peu ce que Florence, tu disais sur le fait qu'on a un peu lâché l'affaire et c'est dommage, quoi. Là, on va passer à une deuxième vague de questions. Qui souhaite poser une question ? Voilà, il y a les 4 mains qui se sont levées et ensuite, nous aurons le temps d'y répondre et de conclure. Le temps est extrêmement compté, mais les conversations peuvent continuer après. Commencez. Merci beaucoup à tous les 3, c'était vraiment très très intéressant. Je suis ravie d'être là, ce sont mes premières journées d'été et vraiment très très contente. Alors je voulais soulever une question, je n'ai pas dit Émilie, je viens de Bailleul près de Lille. Pour moi, la transformation personnelle, elle ne se fait pas forcément seule dans son coin, en fait, c'est un changement de société et je pense qu'il faut vraiment être accompagné. La société, à mon sens, de toute façon, elle est en train de changer et je pense qu'il y a des outils d'accompagnement qui naissent et en particulier au niveau de l'économie le SS bien sûr, et l'économie circulaire et le fait de ne plus nécessairement, pour être heureux, posséder, être possesseur du bien, mais bénéficier de l'usage en fait.
Et je crois beaucoup en, par exemple, ne plus posséder de voiture, mais avoir une dizaine de voitures pour une centaine de personnes ou plus, j'en sais rien, en location. Et je pense qu'il y a quelques modèles, peut-être un peu décriés sur Internet. Tout à l'heure, vous parliez du Bon Coin. C'est vrai que c'était rigolo la manière dont vous abordiez la question, mais je pense que justement, le Bon Coin, c'est une manière de réutiliser les objets. Et alors certes, peut-être qu'avant, je donnais gratuitement les trucs dont j'avais plus besoin. Maintenant, c'est monnayé, effectivement. Mais est-ce que le fait de monnayer, on peut aussi décrier la chose avec Airbnb. J'avais une chambre d'amis, j'invitais gratuitement mes amis. Maintenant, je fais payer des gens que je reçois chez moi. Bon, il y a effectivement cette dérive. Mais est-ce que le fait de monnayer, en fait, c'est pas aussi un encouragement à changer nos modèles? Et est-ce que ça peut pas finalement être un outil efficace, bon, avec toutes les limites qu'il soulève, évidemment. En tout cas, merci. Merci. Derrière vous, voilà. Oui. Corinne Bénan, j'habite à Bordeaux. On m'entend? Allez-y. Oui, alors merci pour votre exposé, notamment sur le PIB, dont vous montrez très bien que, je reprends la phrase, aveugle à la dégradation de l'environnement et de nos conditions de vie. Et moi, ça m'a inspiré une petite réflexion sur les indicateurs. Parce que quand vous parlez des chiffres, des statistiques et du PIB, j'ai plus l'impression que c'est un curseur qu'un indicateur. Par contre, quand vous parlez des indicateurs et des valeurs, là, moi, je pense bioindicateurs. En biologie, en environnement, on a l'habitude de travailler, enfin, on travaille avec des bioindicateurs qui sont des indicateurs justement qualitatifs qui renvoient à votre exposé sur les valeurs. Et je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas davantage, vous n'en avez pas parlé du tout, je n'ai pas cité le terme, est-ce que, et ça rejoint pourtant les enjeux de qualité et de convivialité, est-ce qu'on ne pourrait pas réhabiliter les indicateurs, les bioindicateurs? On sait que les oiseaux, les insectes dans certaines rivières, enfin, sont des indicateurs de qualité de vie, de qualité de milieu. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait davantage réhabiliter la question des bioindicateurs? Oui. Merci. Il ne nous reste que 7 minutes. Allez-y. Il nous reste 3 minutes. Oui, merci pour cet exposé. Merci d'être venu jusqu'à Paris et à Pantin. Je suis Fabrice Guillot, militant à Paris, tout nouveau militant. Les nouveaux indicateurs, je ne les connaissais pas tous. J'aimerais savoir aussi si on peut rejoindre des groupes pour travailler sur les indicateurs également. Ma question, c'est la démocratie participative, vous l'avez abordée. Oui, à la démocratie participative, mais non telle qu'elle se déroule, par exemple, au sein de Paris. À Paris, j'ai l'expérience en tant que conseiller de quartier, et je vois que qui mesure, qui décide, en fait, on fait de la pseudo-démocratie participative, et les choses sont déjà pensées, déjà réfléchies, et déjà actées, et du coup, ça vient faire le contre-exemple. Et donc, du coup, les gens qui vont aller voter ne vont plus avoir l'espoir d'un projet pour la démocratie participative. Donc, à nous, en tant qu'écolos, de rendre noble ce terme de démocratie participative. Alors, la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis militante Génération écologique. Vous pouvez parler plus fort ou éventuellement enlever le micro parce que sinon on n'entend vraiment pas. Je disais, voilà. Merci. Je suis militante pour Génération écologie. Je vous ai écouté sur la question du bien-être, sur la convivialité, c'était intéressant. J'ai une formation de philosophe, donc la première chose qui m'interpelle, c'est que les philosophes, depuis la nuit des temps, ont pensé la question du bonheur. Et là, ce qui m'ennuyait, c'était l'aspect plutôt économique. Est-ce que vous avez d'autres manières que cet aspect économique pour faire entendre le bonheur? Et puis pour aussi par rapport au fait on pourrait amener le changement d'état d'esprit. Est-ce qu'il y a une autre manière de penser ce changement-là, soit par l'économie, soit par la personne? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Merci beaucoup. Donc,
On commence par la conclusion de Julien, et puis ensuite Florence conclura notre atelier. Ouais, alors, pour conclure, et sur la question que vous venez de poser, le bonheur, on peut le regarder sur le prisme des relations, parce que vraiment, on a de la science, on a des sciences sociales et on a des sciences dites molles, même des sciences dures, maintenant des neurosciences, avec l'ocytocine et tout ça, qui nous montrent l'intérêt des relations. Donc il n'y a pas que le prisme économique pour le bonheur, et on peut vraiment, il y a de la science derrière, de la science à la fois molle et dure. Et la première question, j'avais aussi envie de répondre, et je laisserai à Florence le soin de répondre sur les indicateurs. C'était sur monnayer les choses là, avec Airbnb. Nos grands-parents appelaient ça de l'hospitalité. Aujourd'hui, c'est Airbnb. Hein. Quand on est à 150, en fait, on s'aperçoit, contrairement à une fable que beaucoup d'économistes racontent, partout où on a cherché le marché, en fait, on se dit avant, les gens ils devaient faire du troc, et puis, etc. Puis après, on a mis la monnaie, etc. En fait, c'est l'inverse. Hein. Les gens, en fait, quand on vit dans ces fameuses communautés où on ne dépasse pas le nombre de Dunbar dans les 150, on fait comme dans une famille, tout est en commun, et on partage, et on compte rien, en fait. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche à petite échelle le mieux. Donc il n'y a pas besoin de monnayer quand on organise la résilience et qu'on vit à petite échelle. Il n'y a même pas besoin de monnaie, de troc, de rien en fait. On se fait juste confiance, on échange des choses en fonction des besoins de chacun chacune. Donc ça c'est aussi un prisme intéressant que j'avais envie de souligner. Et une petite dernière chose, si pour toutes les questions qu'on n'aurait pas répondu et si vous êtes curieux et curieuse, j'ai ouvert une chaîne hier, donc elle est toute neuve, elle s'appelle Heureusement sur la plateforme bien connue Vidéo, hein, je ne veux pas lui faire de la pub, et voilà, vous pourrez me poser toutes les questions et je serai ravi d'y répondre, et je mets plein de contenu. Merci beaucoup, Julia. Je vais répondre en 2 temps et dans les 30 secondes qui nous sont encore allouées. Sur la question de l'expérimentation, je suis absolument d'accord avec vous. J'ai eu pour ma part aussi l'occasion de participer à des expérimentations à grande échelle au niveau national et j'ai senti aussi à quel point parfois on était instrumenté dans ces expérimentations de démocratie délibérative. Mais néanmoins, entre faire kidnapper cette question par les économistes d'une part, qui sont quand même parmi les experts, ceux qui sont les plus écoutés, ou renvoyer ça à une question de démocratie par sondage, je pense qu'il vaut mieux quand même essayer de se construire des moments d'émancipation par cette démocratie qui est toujours à reconstruire, à expérimenter et à améliorer. Mais je pense que les rapports de force sont plus faciles quand même à reconstruire là que reconstruire lorsque c'est expert versus le reste de la population qui a souvent pas son mot à dire. Quant à la question du bonheur, moi j'ai simplement dit que les économistes s'étaient emparés de cette question, ce qui, de mon point de vue, est tout à fait problématique et dommageable, pour 2 raisons. La première, c'est que ils mesurent le bonheur, il faut que vous compreniez ça, hein. Le bonheur est mesuré par les économistes par cette simple question. De manière générale, diriez-vous sur une échelle de 0 à 10 que vous êtes satisfait de votre vie? Et en fait, on a une sorte de mesure de votre satisfaction de vie individuelle, et en faisant la somme d'un échantillon représentatif, on construit un bonheur collectif. Évidemment, alors outre le fait que ça peut désarmer d'entendre que les économistes puissent écrire des articles à partir de cette petite question-là, et assez frustre en fait, la question se pose de savoir si on est en capacité collective de protéger des biens communs qui nous obligent sans doute à nous mettre à distance d'une partie de notre bonheur spontané individuel pour protéger ces communs et les léguer aux générations futures. Donc de mon point de vue, la maximisation des bonheurs individuels ou de la somme de ces bonheurs individuels ne permet pas de régler les grands problèmes de la durabilité. Donc ça c'est mon point de vue, mais je dis simplement que dans la littérature, c'est ce qui est en train de gagner la partie dans une version individualiste, instrumentale, etc. Et le deuxième point, c'est que de mon point de vue, mais je partage ça avec le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, et qui est co-présidé par Célina Whittaker et Dominique Méda et moi-même. Et dans ce forum, nous disons notamment que le bonheur est une chose bien trop importante pour être laissée entre les mains des économistes et des politiques. Voilà. Merci beaucoup à tous et continuons à débattre sur le bonheur. Merci, à très bientôt. Merci à vous.